vieillissement et l'alimentation, ce sont des disciplines qui, depuis quelques années, ont fait leur apparition et on a bien mis en évidence qu'il existait des liens entre les deux et que les deux ne pouvaient plus être indissociés. Le vieillissement, c'est un processus qui est complexe, multifactoriel et qui s'imposera à nous tous. Nous deviendrons tous un jour une personne âgée. Néanmoins, nous allons avoir des modifications que l'on va être capable, pour lesquelles nous allons être capables de nous adapter ou pas. C'est pour ça qu'il est difficile de prendre en charge le vieillissement, car quelque part, il existe autant de vieillissement que de sujets âgés. L'acte alimentaire, on l'a vu tout à l'heure, ne se résume pas effectivement à la satisfaction d'un besoin physiologique. C'est aussi une dimension de plaisir qu'il faut réussir à conserver jusqu'au dernier jour. Alors, nutrition, c'est effectivement un enjeu du vieillissement. Et la nutrition, nous, aujourd'hui, on est tous d'accord pour mettre l'alimentation et l'activité physique. On ne peut plus aujourd'hui parler de nutrition sur simplement des éléments nutritifs, mais également de l'activité physique. Alors bien sûr, sur la nutrition, il y a différents facteurs qui vont intervenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un certain nombre de facteurs physiologiques, psychologiques, sociaux vont intervenir et vont impacter cette nutrition. Parmi l'alimentation, bien sûr, on a tout ce qui va être le répertoire sensoriel, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, les préférences alimentaires, c'est-à-dire tout ce qui va construire notre répertoire alimentaire tout au long de notre vie. Concernant l'activité physique, bien sûr, je vais solliciter ma masse musculaire, je vais solliciter ma masse osseuse, et si l'un fait défaut, le vieillissement ne va pas forcément être réussi. Alors là, tout ceci, bien sûr, va permettre, lorsque tout marche comme il faut, un bon appétit, un besoin alimentaire et nutritionnel qui vont être satisfaits, un statut nutritionnel qui va être maintenu tout au long de la vie, un bien-être et une qualité de vie qui vont être préservés, et manger, bouger est donc un duo gagnant. La difficulté lorsque l'on avance en âge, c'est qu'il y a un risque majeur qui est la dénutrition. La dénutrition n'est pas une fatalité, c'est pas parce que l'on vieillit que l'on va tous être dénutris. Il y a un certain nombre d'éléments, effectivement, qui peuvent accélérer ou non la dénutrition. Le vieillissement en fait partie. Mais il y a aussi d'autres éléments, comme les affections, l'environnement, bien sûr, qui peut modifier notre état nutritionnel. Et puis, au cours du vieillissement, on est effectivement plus apte à avoir une pathologie et une prise de médicaments qui peut être plus importante. Donc l'ensemble peut agir sur notre statut nutritionnel et peut l'influencer d'un côté ou de l'autre. Alors les enjeux en termes de santé publique, je vais aller assez vite, mais il y a un certain nombre de facteurs nutritionnels qui effectivement apparaissent et ont un coût pour la société, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, cancer, l'obésité, l'ostéoporose, le diabète, et bien tout ça effectivement impacte dans la vie quotidienne. Les moyens qui ont été mis en place depuis 2007, la Haute Autorité de Santé a mis en place des stratégies de prise en charge de la dénutrition du sujet âgé. Et donc vous trouvez le document en PDF via Internet. La dénutrition, pourquoi est-ce que c'est un enjeu important? Alors tout simplement, le diagnostic de la dénutrition, lorsqu'il est fait et lorsqu'il est fait correctement, se met en évidence lorsque l'un des critères suivants est mis en avant. Alors, soit c'est une perte de poids supérieure à 5% dans le mois qui suit ou de 10% dans les 6 mois précédents, un indice de masse corporelle faible, une albumine faible et un test OMNA qui est le Mini Nutritional Assessment qui peut être aussi faible. Bien sûr, la dénutrition est encore plus sévère lorsque ces critères sont encore plus faibles, la perte de poids un peu plus importante, l'IMC aussi et l'albuminémie plus faible. Dès que le diagnostic de la dénutrition est fait, et quand il est fait, il faut arriver à rechercher l'étiologie, c'est-à-dire diagnostiquer, c'est une chose, traiter, c'en est une autre, mais rechercher ce qui a pu provoquer cet état de dénutrition est aussi important. Alors le dépistage, je vous ai parlé du Mini Nutritional Assessment, je ne vais pas aller trop dans le détail, c'est tout simplement un score global, malheureusement parfois pas suffisamment utilisé pour le diagnostic. C'est un score sur 14 points en termes de dépistage
qui vous dit si vous devez continuer ce questionnaire. Ce sont des items qui sont relativement globaux, qui prennent en compte l'appétit, la perte de poids, l'autonomie. Et c'est vraiment un outil que je vous conseille d'utiliser si ça n'est pas le cas encore aujourd'hui. Lorsque vous continuez plus loin, eh bien cet outil vous permet d'avoir un score global qui est soit supérieur à 23,5 et à ce moment-là, la personne âgée n'a pas de problème nutritionnel particulier. Elle nécessite quand même d'avoir un suivi pondéral. Soit elle a un score qui est compris entre 17 et 23,5 et là il y a un risque nutritionnel, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une intervention particulière d'une diététicienne, de savoir si les apports sont suffisants ou pas, d'avoir une pesée hebdomadaire et enfin, si le score est inférieur à 17, et bien là, il y a une dénutrition qui est déjà présente et donc là d'aller beaucoup plus loin, de discuter un petit peu avec la personne, de revoir son médecin traitant, d'avoir des pesées plus régulières. La dénutrition, l'objectif, c'est de ne jamais rentrer dans la spirale. Cette spirale, en fait, c'est tout simplement un événement dans la vie d'une personne âgée. Ça peut être la perte de son animal domestique, un voisin qui part en maison de retraite, tout stress qui va effectivement entraîner chez elle une perte de l'appétit ou une perte de poids. Et à partir du moment où elle commence à rentrer dans cette spirale, si à aucun moment on intervient vraiment sur le plan alimentaire ou médical, eh bien la personne va continuer à aller dans cette spirale avec des troubles psychiques et des troubles de l'immunité, un risque iatrogène si elle est sous prescription médicamenteuse, et puis des infections qui vont être de plus en plus importantes, jusqu'à un non-retour. C'est-à-dire que quelle que soit l'intervention que l'on pourra faire, à un moment donné, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc, éviter d'entrer dans cette spirale, c'est pouvoir dépister suffisamment tôt pour ne pas que la personne aille dans cet engrenage. Dénutrition et dépendance, cause ou conséquence, je ne peux pas vous répondre, mais une chose est sûre, c'est que dénutrition et dépendance, c'est quelque chose qui est lié. Nous avons réalisé une étude qui s'appelle Opalescence, sur 4 villes en France, et vous avez ici des personnes qui ont été suivies, plus de 600 personnes, des personnes à domicile autonome, jusqu'à des personnes dépendantes en milieu institutionnel. Et nous avons regardé ce qui se passait lorsque les aides intervenaient, alors des aides hors repas, c'est-à-dire des aides à la toilette, des aides au ménage, et puis des personnes à domicile avec des aides pour le repas, soit la préparation, soit des portages de repas. Et on voit bien qu'au fur et à mesure que l'on avance dans les différentes catégories, le risque de dénutrition ou l'état de dénutrition devient de plus en plus important. Alors la dépendance, pour autant, n'est pas une fatalité. Lorsque l'on est un sujet âgé en bonne santé, tout événement stressant peut nous fragiliser. Néanmoins, le fait d'être pris en charge, d'être entouré, peut nous faire rebasculer vers la robustesse, vers la bonne santé. Mais la fragilité, comme son nom l'indique, c'est une fragilité. Donc tout événement stressant qui va s'ajouter va nous faire basculer vers la dépendance. Pour autant, lorsque la dépendance peut être prise suffisamment tôt, il y a une possibilité de revenir en arrière. Mais lorsque l'on laisse la dépendance s'installer, eh bien la personne va être définitivement dans cet état de dépendance. Agir pour le bien vieillir, c'est de ce fait maintenir une autonomie et une bonne qualité de vie, c'est-à-dire de ne pas passer dans la troisième phase. La composition corporelle chez la personne âgée, c'est un élément qui est important. Le poids, c'est la masse grasse et la masse maigre. L'indice de masse corporelle, certaines personnes l'utilisent, c'est le poids divisé par la taille au carré. Et globalement, on considère qu'on a un poids normal lorsque l'on est adulte, de compris entre 20 et 24,5. Aujourd'hui, on ne peut plus admettre qu'une personne âgée soit dans les mêmes références. On admettra qu'une personne âgée qui a un indice de masse corporelle de 24 à 29, c'est-à-dire quand on est adulte qui correspond à un surpoids, elle, ça correspondra à son indice de masse corporelle normal et surtout définira son bon état de santé. J'assiste beaucoup là-dessus.
ne plus entendre le fait qu'un indice de masse corporelle supérieur à 25 chez une personne âgée, il faut la faire maigrir. Non, c'est normal. Il faut simplement savoir qu'il y a une très bonne relation entre l'indice de masse corporelle et le taux de mortalité. Plus l'indice de masse corporelle est faible chez une personne âgée, plus son risque de décéder rapidement est élevé. Alors qu'au contraire, un indice de masse corporelle élevé pourra la préserver. Juste une petite photo pour vous montrer que quand on est jeune, beau et adulte, bien musclé, on a plutôt une forme en Y qui se transforme petit à petit en forme en O lorsqu'on avance en âge, tout simplement parce qu'à poids égal d'une vie d'adulte à notre vie de sujet âgé, même si notre poids reste stable, il existe une modification de cette masse corporelle, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la masse graisse, de la masse graisseuse, et une diminution de la masse musculaire. Donc, tout a tendance un petit peu à tomber. Alors, comment est-ce que ça s'appelle tout ça? C'est la sarcopénie. La sarcopénie, ça se définit par une diminution avec l'âge et la sédentarité de la masse musculaire, mais surtout aussi de la force, les deux combinés. Vous avez ici une coupe d'une cuisse chez une femme jeune. Donc vous voyez, si je peux avoir la flèche, ah vous la voyez, vous n'avez pas de pointeur? Donc vous avez au centre le petit rond blanc qui correspond à la taille du fémur, à l'os, autour en gris plus clair aux muscles, au quadriceps, et puis tout autour, en gris un tout petit peu plus foncé, la graisse. Et vous avez la même chose chez une dame sédentaire âgée, et vous voyez que non seulement le gris foncé tout autour est beaucoup plus épais, donc c'est le gras qui a pris davantage de place, mais surtout que le muscle, lui, il est non seulement plus petit, mais il est aussi infiltré de gras. Donc la masse musculaire a bien diminué, mais la qualité du muscle n'est plus la même, c'est-à-dire qu'à un même âge, globalement, vous êtes capable de vous lever d'un fauteuil sans vous aider des accoudoirs, par exemple, mais lorsque l'on devient âgé, il faut plus de force et il faut certainement des accoudoirs, en tout cas, pour pouvoir se relever. Donc à exercice égal, la dépense énergétique va être beaucoup plus importante. Les conséquences de la perte de la masse musculaire chez un sujet âgé est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'elle va avoir des conséquences non négligeables en termes bien sûr de locomotion, la sédentarité, la perte d'autonomie, une fragilité. Qui dit fragilité dit chute, qui dit chute dit fracture, risque de dépendance. Elle a aussi un impact sur le réservoir d'acide aminé qui permet d'avoir un bon système immunitaire. Et puis elle intervient aussi dans le système de captation du glucose et au niveau de l'oxydation lipidique, ce qui fait qu'on peut développer à l'âge adulte on a plus de risques de développer une insulinorésistance et une adiposité centrale, comme je vous l'ai montré. Donc les conséquences d'une perte de masse musculaire vont à la fois agir sur la qualité de vie, mais vont aussi avoir un coût si on devient dépendant. Alors il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années, l'étude Suvimax, qui avait pu montrer justement que le vieillissement pouvait être accéléré lorsque l'alimentation n'était pas bonne, lorsque l'alimentation était déséquilibrée. Et c'est à partir de cette étude en particulier que le programme national nutrition santé, le premier, le PNNS 1, avait été mis en place justement pour montrer l'importance de l'alimentation lorsque l'on avance dans le vieillissement. Alors nutrition et cerveau, là aussi, ça a son importance. Manger, bouger, ça sert à penser. Le cerveau est le premier à réguler notre prise alimentaire, mais il est lui-même, en partie, il régule aussi les nutriments dont il a besoin. Donc si on ne lui apporte pas suffisamment, il va moins bien fonctionner et donc tout va être dans un cercle vicieux. Penser à l'hydratation du sujet âgé, c'est aussi un élément important. Et on mange aussi pour boire. Typiquement, lorsque l'on avance en âge, on a des diminutions, des modifications physiologiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, diminution de la capacité à boire, à la sensation de soif, diminution de la capacité à concentrer des urines, un risque de déshydratation qui est donc plus important. Et manger, ça apporte aussi de l'eau.
le simple fait, par exemple, ici, vous avez de cuire des pâtes. Ben, on a tous l'expérience de cuisson de pâtes où forcément ça se gorge d'eau. Donc quand on mange des pâtes, on apporte aussi de l'eau. Manger un yaourt, ça apporte aussi l'équivalent d'un verre d'eau. Donc tout ce qui peut être apporté dans l'alimentation a son importance, surtout lorsque l'on est âgé. Alors quelles sont les recommandations et quelles sont les solutions? J'ai tendance à dire que la nutrition, c'est aussi du bon sens. On a des dépenses et donc en face, il y a des besoins. Et il faut arriver à estimer effectivement ce dont on a besoin pour pouvoir compenser les dépenses. Manger varié et équilibré, c'est souvent la meilleure des solutions, sans exclusivité ni exclusion. Tout simplement, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe Cardon, le fait d'avancer en âge fait qu'on a un plus gros risque d'avoir une monotonie alimentaire. Donc n'excluons pas ce qui ne doit pas être exclu. Apporter des vitamines, des minéraux, des protéines parce que tout simplement ça va permettre de préserver la masse musculaire. La nutrition, on est tous concernés, quel que soit l'âge, mais encore plus lorsque l'on est âgé. Alors la nutrition, l'alimentation, ça commence déjà par la bouche, c'est-à-dire que déjà d'avoir une bonne hygiène de bouche, c'est le début de l'alimentation. Adapter qualitativement et quantitativement aux capacités, alors capacité de perception, capacité physique, capacité à mastiquer ou pas, favoriser le plaisir et l'envie de manger, favoriser aussi l'activité, le fait d'être sédentaire n'ouvre pas à l'appétit, donc mobiliser les personnes âgées, c'est aussi leur donner la possibilité d'avoir faim. Bannir les régimes à 70 ans, alors je vais m'étaler un petit peu plus sur ces régimes. Halte au régime à 70 ans, oui, parce qu'ils n'ont plus d'utilité. C'est même parfois dangereux pour une personne de plus de 70 ans d'avoir un régime. Tout simplement parce que ça risque de la basculer plus rapidement vers la dénutrition. Comme m'a dit Monique Ferry, ne pas faire subir la double peine à nos patients. Pas de régime, tout simplement parce que s'il y a régime, il doit être transitoire et revu de manière à ce qu'il ne soit pas pour toute la vie. La première chose, lorsque l'on a un patient devant soi ou un résident, c'est déjà de dire « Est-ce que vous êtes sous un régime particulier ?» Si c'est le cas, il faut déjà lui demander « Est-ce que c'est un régime qui est autoprescrit ? Et depuis quand ? Et pourquoi est-ce que ce régime a été mis en place ? Est-ce que c'est simplement une lecture dans Femme actuelle qui a fait que j'ai supprimé tel aliment dans mon alimentation ? Ou est-ce que effectivement c'est bien une prescription médicale, mais à ce moment-là, il faut rapidement prendre contact avec le médecin traitant de manière à savoir depuis quand, pourquoi et quelle durée il est prévu pour ce régime. On voit parfois en mise en place un régime particulier et puisque l'ordre n'a jamais été donné d'arrêter ce régime, 5 ans, 10 ans après, le régime est toujours en place. Si la personne suit un régime, effectivement, c'est d'arriver à la dissuader de ne plus le continuer. C'est pas toujours évident. Si le régime est médicalement indiqué, ce qui est relativement rare, il faut essayer de voir dans quelle mesure on peut le continuer et comment adapter son alimentation pour que l'alimentation, comme je vous l'ai dit, reste toujours un plaisir. Un cholestérol qui est un peu élevé chez une personne âgée, c'est souvent qu'elle est en signe de bonne santé. Alors, les recommandations à appliquer, bien sûr, avec le médecin, c'est que tout d'abord, il n'y a pas de régime contre le cholestérol après 70 ans. Si c'est le cas, il doit être bien documenté et pour une raison bien précise. Régime diabétique, de la même façon, on ne peut pas priver une personne, par exemple, de manger son dessert à la fin du repas sous prétexte qu'elle a un régime diabétique. Si l'aliment est bien prescrit, si il est consommé pendant un repas complet, il n'y a aucune raison de supprimer un dessert particulier ou de lui donner un dessert différent des autres. Les apports de glucides, il faut savoir qu'ils sont souvent inférieurs aux recommandations chez les personnes âgées. Donc les produits, les desserts, donc comme je viens de vous en parler,
il n'est pas nécessaire de discriminer des personnes âgées. Pas de régime sans sel. Je crois qu'on a tous vécu ici notre boulanger qui avait oublié de mettre du sel dans son pain. Je pense que si je vous demande si vous avez apprécié, tous vous allez me dire que c'était pas bon pour rester poli. Eh bien, imaginez une personne qui est en régime sans sel, à un moment donné de sa vie, et qu'on lui dit, bah, ça, c'est un régime que vous allez adopter jusqu'à la fin de vos jours. Je pense qu'il n'y a plus aucun plaisir à manger lorsqu'on est en régime sans sel. Donc, trouver d'autres solutions, ça peut être possible, mais mettre du sel dans la cuisson, c'est toujours mieux que de le proposer à table. Et puis, on peut utiliser des modes culinaires qui vont permettre justement de retrouver le goût des aliments, utiliser des herbes ou des épices qui vont permettre justement de relever le goût des aliments. Et puis, conserver toujours le plaisir, j'insiste, parce que parfois les personnes me disent à quoi ça sert, puisque je n'ai même pas le plaisir de manger. Alors, je vous ai remis ici les recommandations du PNNS, qui propose des recommandations nutritionnelles, mais pour les personnes de plus de 55 ans, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de recommandations pour le grand âge. Peut-être que cela viendra un jour, avec donc la variété donc de ces repères. Et puis pour garder le plaisir de manger, je n'ai pas développé le problème de la texturation, mais quand on doit avoir un régime texturé, de type mixé ou de type haché, ça n'est pas obligatoirement pas beau à regarder. Et là, vous avez différents desserts qui ont été réalisés par des chefs cuisiniers, de compotes de pommes, de tiramisu, de textures modifiées. Et ça peut rester quelque chose de joli à regarder sans que ce soit, pour schématiser, l'espèce de splash marronasse ou verdâtre que l'on peut avoir parfois dans son assiette. Une petite diapo juste pour vous dire que le plaisir à manger existe quel que soit son niveau de dépendance. Là, vous avez à nouveau les catégories dont je vous ai parlé tout à l'heure pour dénutrition et dépendance. Et on n'a aucune différence lorsque l'on demande à la personne « est-ce que manger pour vous est une source de plaisir ?» Les personnes me disent « oui » et c'est souvent le dernier plaisir qu'il me reste. Donc il n'y a pas de retraite pour la fourchette. Donc vous avez quelques sites sur lesquels vous pouvez aller pour avoir un peu plus d'informations. Vous avez Régalez-vous qui vous permet d'avoir des informations nutritionnelles, mais aussi des quiz qui vous permettra de savoir un petit peu quel est votre niveau de connaissance sur les aspects nutritionnels. Et puis, je vous remercie de votre attention.